dans l'émission de la Terre, nous la mer nourrisseuse. Aujourd'hui, me retrouve-moi dans le beau paysage de Bel-Homme à Agria, que nous pourrons faire la découverte et aussi connaître un peu plus leur production et élevage dans Maurice. CF Maurice vient depuis Java. Premier couple fin relacé en 1638, apporté par Van der Stel, et ils ont disparu immédiatement dans la nature. 50 ans après, ils viennent en abondance. Aujourd'hui, la cerf vient en sport et l'élevage cerf trouve les eaux dans but pour diversifier les produits conventionnels la viande. Ça l'élevage là connaît un vif succès parce que ça la viande là est consommée par toute la communauté. Avec moi aujourd'hui pour nous causer sur l'élevage cerf, justement, nous avons Nicolas Chevreau qui est le Smart Farming and Hunting Manager à Agria. Et Nicolas, pour causer un petit peu plus justement par rapport avec l'élevage cerf, donc comment se faire, nous pour connaître un petit peu plus, surtout après pour la transformation. Alors Nicolas, depuis combien de temps ici de faire à Bel-Homme l'élevage cerf? Alors l'élevage cerf, Bel-Homme date de bien longtemps, bien avant mon époque. Moi, là, depuis 30 ans déjà. Mais la partie d'avant, c'était principalement concentré sur la chasse et d'une superficie un peu réduite. Depuis les 30 dernières années, il a beaucoup évolué dans Bel-Homme, il vit maintenant à Agria. Et il étend la superficie là beaucoup. Beaucoup la terre canne, il fermé et nous remplace ça par un pâturage et nous avons grandi dans l'élevage cerf. Et l'élevage cerf, il vraiment connaît un développement sérieux dans Agria ces 30 dernières années. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils se développent beaucoup plus en termes d'élevage cerf? Ben, principalement à cause de la topographie. Comme on trouvait, ou même, c'est une topographie extrêmement vallonnée. Quand il est de plus en plus difficile de cultiver la canne. Donc, comme on va dire, quand on prit du sucre haut, canne monte montagne, et quand on prit du sucre bas, canne descend de montagne. Donc, tout ça de la terre qui n'a plus qu'à cultiver, qui n'est plus rentable, il convertit, maintenant l'utilisation pour faire, qui convertit en élevage, qui est déjà l'activité qui est juste à côté. Donc, c'était beaucoup plus facile pour développer l'élevage et en même temps, préserve la nature et recréer un certain biotope, mettre l'emphase de l'environnement, la forêt endémique, la replantation d'arbres, etc., qui, je pense, est extrêmement important pour l'avenir de l'élevage, mais comme l'avenir de la planète et de l'île aussi. CF Russa, de l'île Maurice, l'introduit du Java en 1639 par les Néerlandais comme provision en termes de nourriture pour nous capables de nourrir nous. Après qu'un cyclone détruit tout ban clôture, les animaux retournent à la nature et les cerfs Russa mâles adultes pèsent entre 150 et 180 kg. Comme tout ban tribu de cerfs, seul ban mâle est un ban corne spécifiquement bien formé. Ban mâle utilise le corne pendant combat et ban mâle se perdit du bois à mi-décembre. Il repousse complètement la fin mai. Cerf Russa est identifié par ban grandes oreilles larges et ban lisier bien rond. Cet lisier est bien plus rapproché que les autres. Il donne un cerf un champ de vision clair. Cet pelage, il y a du brun très clair au chocolat brun pour ban bal. À Maurice, ban type de cerf qui nous est là, zut nourrit exclusivement de ban l'herbe, surtout Stargrass. Alors, 30 ans depuis qu'il est dans ce domaine, vous pensez qu'il connaît énormément donc, sur l'élevage cerf. Et quelle difficulté, par contre, qu'il est capable de rencontrer avec ban cerf? Ben, l'élevage cerf est un élevage qui est très coûteux, malheureusement, et qui, aujourd'hui, s'il survive, c'est uniquement par la passion des chasseurs, qui nous vraiment accepté, tirer dans le fond de notre poche pour faire ça l'élevage perdurer dans le temps. C'est vraiment une culture spéciale des chasseurs et c'est uniquement grâce à ça que l'élevage cerf réussit à maintenir son existence dans l'île. C'est extrêmement difficile de rentabiliser un élevage de cerf
Du reste, il y avait beaucoup d'élevages de CF intensifs dans le temps à Maurice, mais tous ces élevages-là, en majorité, ont fermé parce que c'était beaucoup plus avantageux de développer ça dans une IRS, dans une activité foncière, plutôt que de faire l'élevage que tu peux gagner beaucoup de difficultés pour joindre les deux bouts. Donc, nous avons un grand hommage à tous ces propriétaires de la terre qui, par amour pour la chasse, par amour pour cet animal-là, de ces fruits-là, ils continuent tous les ans accepter, payer la monnaie pour faire perdurer, mais avec l'espoir, et nous avons un grand espoir qu'il élevage un jour pour venir rentable et qu'il pour ici venir une activité à temps plein. Nous militons pour ça depuis des années. Et nous avons cette compagnie qui réussit à faire un turnover, que peut réussir à faire l'élevage venir rentable, mais il est extrêmement difficile. Nous avons beaucoup de problèmes liés à l'élevage de cerf qui ne paraissent pas importants, mais qui dans le final très important. Nous avons beaucoup de problèmes de chiens errants dans l'île. Et les chiens errants est un fléau qui peut faire éleveur perdre beaucoup. Les chiens errants rentrent dans le terrain de chasse et tuent beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux. Ils ont tué, ils ont mangé un petit bout et puis les animaux là pourris là même. L'autre gros problème, c'est le braconnage. Aujourd'hui, les braconniers sont de plus en plus organisés. Ils ont un réseau de téléphone, réseau de caméras, réseau de plus en plus vaste. Et c'est de plus en plus compliqué à les contrôler. Ils ne vont pas hésiter à faire feu sur un gardien. La plupart sont des armes pas déclarées. Donc, moi, milite avec la police, avec les autorités pour vraiment contrôler ce fléau qui est le braconnage. Et il y a une année que nous réussi arrête certains de tête un peu importants dans ce réseau-là. Mais le réseau-là est bien vaste et il fait beaucoup de dégâts sur les éleveurs et il décourage beaucoup d'éleveurs pour continuer ça. Parce que tous les efforts peuvent envoler en l'espace de quelques mois par le braconnage. Il y a aussi un contrôle qui fait pour l'autorité. Il y a également différentes périodes et types de chasse. Allez, nous passons à donc, cette saison de chasse, comment nous dire, donc la saison de chasse qui est liée à peut-être de quand à quand, Nicolas? Alors la saison de chasse officielle à Maurice commence les 1er juin jusqu'à les 30 septembre. Donc c'est 4 mois. Quand il y a un surplus de viande au marché, parce que tout le monde tire la chasse fait la chasse en même temps. Et il y a une production annuelle d'environ 550 tonnes de viande sur le marché et plus de 500 tonnes dedans pour venir de ces 4 mois de chasse là. Il y a entre 10 et 20 tonnes uniquement qui produisent en entrechasse par l'élevage intensif. Dû à un problème qui motive plutôt, c'est-à-dire un développement IRS qui prend la place à l'élevage. Et puis le fait que l'élevage est difficile pour rentabiliser. Donc il engendre beaucoup de coûts et il y a beaucoup d'éleveurs qui ne découragent avec le braconnage, avec les chiens marrons, avec tout ce genre de choses-là et qui préfèrent faire autre chose de la terre. Mais aujourd'hui, la chasse, heureusement, subventionne la vente de la viande, qui permet de nous garder de la viande à un prix abordable pour la population. Parce que si tu viens vendre la viande au prix coûtant, longtemps, CF pour finir disparaître. Pas tu peux soutenir, personne ne peut acheter la viande CF parce que tu coûte trop cher. Donc nous la guerre un peu tous les tableaux pour réussir à faire survivre l'activité. Un grand territoire comme Yémen, Volmar, arrive tire la tête en dehors de l'eau pour se faire divine profitable. L'homme, aussi nous fait la guerre, nous peut arriver dans la bonne voie. Malheureusement, l'épidémie qui nous connaît, il met un frein à une grosse source de revenus qui nous est qui est la chasse touristique, qui permet de nous couvrir nos bonnes frais. Donc pour le moment, c'est extrêmement difficile. Il est extrêmement difficile pour rentabiliser un terrain de chasse ou même couvrir les frais d'un terrain de chasse. Il y a énormément de frais entre la main-d'œuvre, gardiennage, clôture, entretien des pâturages, fertilisation, nourriture, qui est difficile pour couvrir uniquement avec une action de chasse et de la vente de la viande. Bien compliqué. Et comment est-ce qu'ils ont fait cette sélection en période de chasse, c'est-à-dire pour ce discernement de CF qui normalement qui parle pour la chasse? Alors, il est bien simple. Il y a une gestion de troupeau bien spécifique, bien précis. Principalement la naissance de l'année précédente, c'est-à-dire une CF d'1 an, qui va daguer une jeune biche, et avec quelques vieilles biches pendant la période où on peut tuer des vieilles biches, qui sont éliminés parce qu'ils deviennent trop vieux, ils ne sont plus productifs.
et aussi ban trophée. Donc la majorité sont c'est ban CF 1 an, jeunes biches d'arrêt, et puis il y a un peu de grosses biches et des trophées sélectionnés, un certain nombre bien précis, qui nous touillent, qui est vraiment ce que le chasseur recherche, qui est l'apothéose du chasseur, d'arriver. Il arrive, il y a une jolie trophée, comme vous trouvez là, c'est un trophée assez exceptionnel. C'est pas mis un joli spécimen de l'espèce, ou pas plutôt beaucoup vraiment plus joli qui s'avance là, à Maurice ou ailleurs dans le monde. Donc Maurice il est assez réputé internationalement maintenant pour ce trophée de CF Russa. Bel homme, Agria maintenant, il beaucoup œuvré dans ce sens-là et il est le leader de la chasse touristique à Maurice. Et c'est pour ça que je me dis que dans l'année actuelle, il est assez compliqué. Les chasseurs peuvent créer nous à travers le monde notre envie venir, mais il n'est pas possible pour eux de venir. Donc pour le moment, nous devons débrouiller avec la chasse locale et c'est un gros challenge. Et là, ça te compte combien de cerfs ici, donc cerfs ici dans Bel-Homme? Alors dans Bel-Homme, à Gria, il y a deux parties. Les Bel-Homme ici et nous aussi à Casoyal, que nous avons aussi un élevage extensif et intensif. Les deux ensemble, ils font une population d'environ 6000 CVD. Mais sur Bel-Homme uniquement, nous tournons plus autour de 4000 CVD. D'accord. Ouais. Et là, comment vous êtes capable, en 30 ans, vous pensez que voilà, c'est beaucoup plus facile, on est dedans. Comment vous êtes différencier d'un mâle d'une femelle? Bon, déjà, ban mâle, il y a un cône, et ban femelle, il y a un cône. D'accord. Et puis, les petits mâles naissants, c'est bien difficile de différencier, c'est uniquement par l'apparence, avec un peu d'expérience. Mais une fois qu'ils arrivent, environ 10 mois, 9 mois, 10 mois, c'est dans un cône qui peut pousser la tête, c'est des petites cônes comme ça, et ça c'est des mâles de 1 an. Et tous les ans, un mâle pour jeter cette cône, arrivé en fin d'année, en novembre, décembre, ils vont jeter les cônes et les autres cônes repoussent entièrement. Ah oui. Et ils passent une autre catégorie. Donc première année, ils pour petit comme ça, un petit daguet. Deuxième année, ils pour ce qu'on appelle un 3 cornichons, qui peut aller jusqu'à environ 15 pouces maximum. Troisième année, ils viennent un premier grand bois qui a jusqu'à 20 pouces environ. Et puis ils viennent une jeune gros CF et un gros CF. Et quand ils viennent gros CF, ils peuvent continuer à grandir, grossir ce bandit bois, viennent plus long pendant quelques années, et ils viennent sur l'apogée autour de 10 ans, 12 ans. Et après ça, ils peuvent commencer à régresser. Et là, ils peuvent tout le temps régresser, ils peuvent un petit peu plus court, un petit peu plus long, mais ils ne peuvent pas augmenter. Ils arrivent dans ce dernier stage de vie. Un CF il a une espérance de vie d'environ 20 ans en principe. Ouais. Et arrivé ces 20 ans, qu'est-ce que vous faites? Les autres mots de vieillesse en général. Ok. Ouais. Les autres commencent à dépérir, les autres commencent à perdre tous les dents, les autres ont des difficultés pour manger et les autres finissent par mort de vieillesse. Est-ce qu'ils ont gagné donc CF qui mort de vieillesse comme ça ici? Ah oui, arrivé, moi on a tout chassé. Bon, il est difficile pour trouver parce que souvent, ou pas tous autres, ou arrive vous trouvez une carcasse, une mort, ou pas trop connaître. Mais quand on analyse ce mâchoire, vous trouvez qu'ils sont les dents complètement usées, et là on est plié dans les dents du tout, et ça vous connaît que c'est un CF qui meurt de vieillesse, il n'a plus qu'à alimenter correctement, et il arrive sur les temps, il n'a plus qu'à plus que ça. Alors Nicolas, concernant ma biche à présent, à quel moment qu'ils ont paré, on va dire, pour qu'ils aient fait le croisement, se mettre bas, etc. Alors une biche c'est simple, une biche pour rentrer dans sa première chaleur, après qu'il ait gagné 1 an, et qu'il y arrive un poids de plus de 38 kg. Moins que 38 kg, d'après tout l'essai qu'il nous fait, tout le test qu'il nous fait, il n'est pas pour prendre mal. Donc il faudrait qu'après sa première année, il arrive 38 kg pour lui rentrer en chaleur. Et là, il peut prendre le mâle après 1 an, il peut gagner son premier bébé à l'âge de 2 ans, c'est-à-dire 8 mois plus tard. Donc c'est quand même et dans 8 mois gestation, il peut gagner son bébé. En général, les biches mettent bas à partir du 15 mars jusqu'à fin mai. Mais ça arrive qu'on ait des naissances toute l'année. Des naissances qu'a fané toute l'année. Oui. C'est bien souvent causé par une biche qui partit en condition à l'époque du rut. Donc, une fois qu'ils rentrent en condition, ils rentrent en chaleur, ils décalent dans les naissances. Donc, c'est pas rare, tout un petit qui naît en mois de août, septembre, même octobre de temps en temps, dû à ce problème où une biche partit en condition la première année. Mais en principe, vous êtes un temps, un moment qu'ils se mettent bas alors? Oui. Les naissances en général se concentraient entre le 15 mars et le 15 mai. Ça, c'est la période où il y a le plus de naissances. Mais les biches, comme on a dit, quand ils gagnent 1 an, ils peuvent prendre mal. Mais le taux de naissance chez les biches de 2 ans, quand ils vont mettre bas, est plus faible que chez les biches adultes. Okay. Donc,
il y a un taux de naissance qui avoisine, dépendamment de l'endroit, hein, dans l'endroit que il y a beaucoup de pâturage, que le ban biche ça profite bien, un taux de naissance comparable entre les adultes et les ban jeunes qui appelle ban primipares. Mais dans les endroits que le pâturage est un peu moins bon que le ban biche ça pour un peu moins espoir, le taux de naissance il baisse jusqu'à 50% de temps en temps chez ban biche de 2 ans, alors qu'il y a un taux normal plus autour de 80%, 85% chez des adultes. D'accord. Et comment vous différenciez une biche qui pas pleine et une qui est pleine? Est-ce qu'ils sont arrivés à trouver, de suivre lui aussi? Oui, vous trouvez une biche quand les pleines arrivent en l'époque, février-mars, Ah. ce flancher commence à creuser, ce ventre commence à sortir, il est facile de trouver. Et puis, quand vous trouvez une biche en saison de chasse qui se van tétine enflée, vous finissez qu'on est une mètre bas, il va nourrir ce petit. Une biche qui n'a pas beaucoup de petit, ce van tétine pour rester tout le temps plate complètement. Donc, une jeune biche, la première année, c'est pour ça qu'on appelle une jeune biche, et souvent, en matière de chasse, dans le bandeau de chasse, on donne des jeunes biches parce qu'on sait que ce sont des biches qui n'ont pas pris le mâle, qui n'ont pas encore pris le mâle, qui vont prendre le mâle dans l'année, donc il n'y a aucune chance qu'ils nous paient tuer une biche qui a un petit dans ce ventre. C'est ça bien important au niveau de la conservation, au niveau de la préservation et la gestion des troupeaux de chasse. Et quand vous êtes mis bas à ce moment-là, comment est-ce que vous faites? Ça se fait naturellement? Est-ce qu'ils ont besoin d'aider? Il y a une situation quand ils ont besoin d'assister? Non, non, c'est difficile. C'est des animaux sauvages qui vivent dans la nature, donc nous pas qu'à interférer. En élevage intensif, nous sommes capables d'intervenir, mais minimum d'intervention garantit maximum de survie. Donc, les autres 15 autres petits, totalement naturellement, dans les pâturages le soir, principalement le soir, et ça se fait tout naturellement. Si vous intervenir, qui quitte l'odeur là, à un moment-là, pour abandonner le petit là. Donc, moins d'intervention possible garantit une plus grande survie chez les naissances. Ah, d'accord. Mais comment est-ce qu'ils ont connu là? Le lendemain, vous avez fait un check de trouble? Non, non, non. Tout se fait naturellement. Ben, au bout d'un moment donné, une biche là, isole dans un coin, dans la plaine, au bout tout seul dans la plaine. Au fini, qu'on est un petit qui est assis dans l'herbe, là, donc il ne faut pas déranger. Et c'est la période où ça se fait, il n'est pas pendant la période de chasse, donc pas personne pour déranger. Quand la période de chasse arrive, un petit là supposé qu'elle va débrouiller par eux-mêmes et ils ont encore pu boire, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de tuer une femelle adulte jusqu'à fin juillet légalement. Donc on commence à tuer une femelle uniquement en août quand un enfant là suffisamment grand pour débrouiller par eux-mêmes, des petits bisous à d'autres moments. Donc avant ça, pas le droit de tirer une femelle adulte. Maurice, l'élevage CF, dont 4400 biches les réparties sur environ 10 la ferme. Il assure l'approvisionnement en la viande aux périodes de chasse, tandis que 60 000 animaux sont enfermés dans un ranch d'élevage extensif. Maurice lui pratique un système d'élevage basé sur le pâturage, avec recours de suppléments alimentaires. Si l'élevage extensif y existait depuis un millier d'années, l'élevage intensif est développé depuis les années 50. L'élevage intensif utilise une méthode qui vise à rendre la production là plus rentable que possible dans l'espace donné et dans les temps limités. Donc, à nos passages, quand nous pouvons passer un petit peu ici dans le domaine, nous trouvons qu'ils sont très sceptiques et sont très bien loin. Et comment se trouvent-nous? Vous êtes sauvés, vous êtes allés. Mais Nicolas, comment vous faites si éventuellement un CF est malade, vous êtes passé zone d'OV, comment vous approchez? Est-ce qu'ils sont capables d'approcher? Alors, il est bien difficile. Il est bien difficile. Le CF, avec l'instinct naturel, il y a des animaux sauvages. Il peut tout le temps garder une distance de sécurité avec vous. Donc, quand il est senti en sécurité, il est capable de 50 mètres, il est capable de 100 mètres. Il faut tout le temps garder une distance de sécurité. Donc, un animal qui est malade, il est bien difficile pour traiter, à moins que si c'est une infection comme la gale sarcoptique qui est arrivée, qui nous carène la gale sarcoptique, qui est une maladie de la peau, ça est facile pour traiter, et il y a un produit qui nous permet dans la nourriture et qui traite la gale là sans aucun problème, nous pas aucun problème, comme les tiques, les carapates, qu'on appelle carapates, ça aussi nous permet un produit dans la nourriture, donc nous pas besoin d'intervenir manuellement. Mais un CF dans un terrain de la chasse, dans l'élevage extensif, quand il est malade, si vraiment nous trouvons, parce qu'il y a une enfant, il n'y a pas de problème, disons, carapate, une pique dans ce cône, quand ce cône peut pousser comme à l'époque, comme c'est maintenant, le cône en velours, il peut repousser. Donc quand il est en velours, il est rempli de sang, il est gorgé de sang, et il attire une carapate. Et si carapate là pique dans sa cône là, mouche carapone là-dedans, là il fait une infection, et malheureusement, nous ne prenons aucun traitement. Le seul traitement, c'est un fusil hypodermique.
avec une seringue qui nous injecte un produit pour tuer sa carapace là. Si pas une récifé ça, puis dans l'autre solution, besoin de tuer ces animaux là parce qu'il peut dépérir jusqu'à l'animaux. Et mouton là risque de rentrer dans ce crâne. Et là, il peut souffrir énormément. Donc, nous pouvons éviter ça, nous pouvons éliminer ces animaux-là. Pas pour aucune solution. Sinon, il peut dépérir jusqu'à l'animaux. Et c'est arrivé qu'un chef est blessé. Est-ce que je connais quand il est blessé, je agis en tant que vétérinaire, ou est-ce qu'il est soigné par lui-même? Alors, si nous sommes capables d'intervenir, comme je vous disais un peu plus tôt, dans l'élevage intensif, le plus facile, parce que nous canalisons nos animaux à travers un couloir, fait autres dans un bâtiment de contention, un parc de contention, comme on appelle ça. Quand nous avons trisote, et là nous allons intervenir. Et avec l'expérience, aujourd'hui, nous arrivons à beaucoup comment traiter nos animaux, etc. Mais il n'est pas rare qu'il nous fait appel à un vétérinaire externe pour venir donner un coup de main quand nos connaissances arrêtées. Mais par contre, dans l'élevage extensif, c'est besoin sur les autres par eux-mêmes. Et là, si c'est des blessures ouvertes, souvent, ou tout le réfugié dans la mare, côté dans la boue, vous pouvez engloutir sous la boue pour faire une façon, noyer un peu, tout ça, un petit mouton qui nous forme dans une plaie là, quand nous moussine pond là-dedans, pour asphyxier les autres et faire les autres morts pour qu'ils plaient la carrière faire. Cerf, c'est une laviane maigre et saine. Qui fait? Contrairement à la viande rouge et blanc, les animaux sont élevés et engraissés avec céréales. La viande de gibier est issue de les animaux sauvages élevés à l'état sauvage, sont nourris à l'herbe. La viande cerf est bien riche en fer. Le fer est un oligo-élément qui contribue à notre tonus général. Il participe également à la vitalité intellectuelle tout en renforçant le système immunitaire. Et concernant la transformation pour terminer, Nicolas, donc comment se procéder avec transformation? Depuis 2006, nous mettons en place un petit micro-shop à Bellon pour vendre des produits différemment de la chaîne de vente normale qui existait depuis des années. C'est-à-dire que tout le monde sait tu vends uniquement avec une bouchée, qui tu lèves tout en gros, tu as allé et puis tu vas le vendre dans le bazar, aussi bien, enfin un peu partout. Nous arrivons à un point aujourd'hui avec les normes sanitaires, etc., nous visionnons autrement. Et le CF, c'est une viande, en fait, c'est le seul élevage de viande rouge à Maurice. C'est le plus gros en tout cas, et c'est le seul qui vraiment donne du volume de viande rouge sur le marché. C'est une viande maigre, c'est la viande qui est dans le moins pourcentage de cholestérol. Donc, si vous regardez, c'est peut-être la viande rouge la plus recommandée pour la santé et la seule qui est mangée par toutes les communautés. C'est un gros atout. Et puis, depuis longtemps, nous pouvons cogiter pour faire de la transformation parce qu'il y a beaucoup à faire avec la viande de cerf. Mais on ne peut plus continuer à vendre la viande juste Maurice au CF comme ça. Donc, il y a 2 ans de ça, la MMPA, ils mettent en place une mission pour aller en Nouvelle-Zélande, qui est un peu ce qu'ils vont faire en Nouvelle-Zélande, qui est une référence pour l'élevage de cerf à travers le monde. Et nous trouvons des affaires vraiment intéressantes là-bas. Donc, dès mon retour, nous commençons à mettre en place un petit projet de transformation. Et avec l'arrivée de la COVID, nous passons à une autre étape parce que nous avons réponse complètement au système marketing. Nous créons un site internet qui s'appelle shop.agria.mu. Quand nous mettons tout le monde la viande qui nous produit en vente, au cas fait le shopping comme on peut faire le shopping sur internet et la viande là délivrée tout directement. Mais aussi, nous passons à une autre étape, nous prenons une charcutier et nous commençons à faire beaucoup de transformations. C'est-à-dire, nous commençons à faire des saucisses, nous commençons à faire des jambon cru, bresaola, biltong, rillettes, toutes sortes de produits qui, pour moi, est l'avenir de ce secteur-là. Si nous avons envie de réussir à faire l'élevage CF décoller, c'est bien important qu'il nous arrive des produits à valeur ajoutée et nous arrête concentrer juste pour vendre la viande en carcasse ou bien en morceaux. Je crois qu'il y a tellement à faire qu'il nous besoin vraiment diversifier. En tout cas, merci beaucoup Nicolas pour cette découverte-là et surtout un peu plus approfondie, nous rentrons un peu plus dans ce domaine Zodi et de Banser. Peut-être une fois nous capables de visiter, je sais pas, peut-être nous capables d'expandre, nous faire un autre l'élevage qui nous capable de faire une visite. Certainement, en tout cas, moi je remercie beaucoup. L'autre élevage, c'est dans les projets. La canne à sucre peut disparaître dans Bellon. Nous avons besoin définitivement trouver autre chose pour remplacer cette superficie là et nous pouvons déjà travailler sur un projet
liées à l'élevage qui m'ont pensé pour un bon projet. Nous déjà travaillé au niveau de la MMPA avec les autorités, avec le ministère de l'Agriculture pour développer, relancer l'élevage dans le pays pour essayer de close le gap en ce qui s'agit d'autosuffisance alimentaire. Je pense qu'il est extrêmement important de nous trouver nous-mêmes avec tout ce qui nous passait là comme capable important. Et moi j'espérais qu'ils nous soient capables, avec les autorités, vraiment relancer l'élevage à Maurice et qui vont favoriser l'élevage local, le Made in Maurice, pour vraiment avoir des produits locaux et aussi se prévenir de toute éventualité de ce qu'on a vu, de virus comme ça. Arrive à la fin de nous l'émission Nous la Terre, Nous la Mer, nous richesse. J'espère que ce film apprécié, surtout dans ce beau paysage. Donc beau paysage de belle ombre, surtout nous respire l'air frais, beaucoup de verdure et joli serve surtout. Merci à Nicolas Chevaux et également à Eric Mangotti avec nous. Donc avant pour de nous plus de précisions. Pour mon part, me donne d'autres rendez-vous très prochainement. Lausanne Créole pour les autres émissions Nous la Terre, Nous la Mer, nous richesse. Bye bye.